Le Bénin, à l'instar des autres pays de la planète, reste confronté aux défis des changements climatiques. Plusieurs projets et programmes ont été initiés par les gouvernements successifs pour améliorer le couvert végétal du pays. À ce jour, force est de constater la dévastation des forêts ordinaires et classées qui sont devenues, pour certains, des champs à ciel ouvert. Il est à noter également la disparition presque totale des plants mis en terre, faute du suivi adéquat. Malheureusement, cette situation n'émeut personne à l'heure où le climat devient un enjeu majeur de développement de la planète avec les résolutions de la COP, surtout la COP 21 de Paris. Alors le 13 avril 2016, un conseil des ministres, le gouvernement du Bénin a pris une décision pour suspendre l'exploitation de bois, donc de tous les produits forestiers en République du Bénin. Plus qu'un coup de tonnerre, l'information a suscité un tollé dans le rang des exportateurs qui ont crié leur ras-le-bol, dénonçant le caractère trop brutal de cette fâcheuse décision. Quelques jours après, des corrections ont été apportées à la mesure. Qu'est-ce qui a changé dans l'écosystème depuis la prise donc, de cette mesure? Les essences sont-elles davantage protégées? Où en sommes-nous face à la protection de l'environnement dans un contexte de dérèglement climatique? Les exploitants forestiers sont-ils les mieux lotis depuis cette mesure? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Ici et ailleurs, les écosystèmes forestiers d'Afrique tropicale face à la fragmentation, diagnostic et implication au Bénin. Et bien sûr, le thème de discussion de ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous Marc Edé, qui est le directeur marketing et communication de ATC Bois. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, M. Kadjovi. En face de vous, c'est Massimé Djondo, un habitué donc de ce plateau. Il est le directeur de BIS ONG. Merci encore une fois de répondre à notre invitation. Merci à vous. Alors, bien que plusieurs projets soient initiés par les gouvernements successifs, comme je le disais à l'entame, en vue donc d'améliorer le couvert végétal du Bénin, on assiste à la dévastation du couvert et pire à une exploitation abusive du bois dans les forêts ordinaires et classiques. Monsieur Djondo, pensez-vous que nous sommes là en face d'une crise environnementale? Absolument, parce que en Afrique, le bassin du Congo est le deuxième poumon de la terre, comme on le dit, après l'Amazonie. Et pourquoi? Parce que nos forêts servent surtout à capter le CO2 dans cette... actuellement que nous parlons des effets néfastes des changements climatiques, donc détruire ces forêts arrive déjà à ne plus servir de captage de CO2 et dans le même temps, détruire ces forêts permet de libérer le CO2 qui est déjà dans la tourbe de ces forêts. Donc, en détruisant nos forêts, nous contribuons fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Et pour parler du Bénin, il a été dit dans les années 2014 que le Bénin était pratiquement le quatrième. Le Bénin a été classé quatrième sur le rang des pays dévastateurs des forêts. Donc, en ce temps, ça a été vraiment grave. Est-ce que la situation s'est améliorée? Je ne saurais le dire puisque je ne peux pas dire qu'en 3 ans, que nous avons amélioré le couvert végétal, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où je vous parle, les forêts sont fortement menacées au Bénin. Monsieur Marquet, est-ce que vous pensez là que les mesures, en tout cas la situation actuelle dans le secteur de l'exploitation du bois, comment vous la trouvez? Parce que vous êtes quand même un exploitant forestier. Oui, ATC Bois est exploitant du bois au Bénin. Nous sommes rigoureusement dans la transformation de cette matière première qui existe chez nous, peut-être pas en grande quantité, mais qui, si elle est bien exploitée, pourrait vraiment être un produit économique qui apporterait des devises au pays. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans ce secteur? Dans ce secteur aujourd'hui, il faut dire que depuis l'avènement du gouvernement du président Talon, dès le premier conseil des ministres, comme vous l'avez dit, il y a eu des mesures conservatoires qui ont été prises pour que le bradage systématique qui s'observait dans le domaine prenne un frein et qu'on réorganise. Donc il y a eu des réflexions, il y a eu des mesures. Pourquoi vous parlez de bradage?
Je parle de bradage parce que par le passé, avant l'entame de ce régime, c'était un secteur quasi mafieux où tous ceux qui avaient pignon sur rue étaient exploitants forestiers. Et avaient des contrats avec l'Office national du bois et pouvaient exporter systématiquement. Il faut dire que les pays comme l'Inde et la Chine sont très demandeurs de nos bois, des forêts plantées, donc, spécialement le teck qui était recherché à l'international. Donc du coup, les gens préfèrent envoyer ce bois-là à l'international. À prix, l'ONAP vend ça à prix quasi dérisoire. Maintenant, la surenchère se fait à l'international où le bois est tout le temps parti. Ok. Alors, à partir de cet instant, M. Djondo, vous avez donc peut-être raison de dire que l'écosystème est menacé. La décision est prise par le Conseil des ministres en 2016. Qu'est-ce qui aujourd'hui a changé selon vous, puisque vous êtes sur le terrain? Et permettez de revenir un tout petit peu en arrière. Cette décision a été prise en 2016. Oui. De 2016 à pratiquement fin 2017, de mars 2016 à pratiquement fin 2017, ça fait, disons, 18 mois, si parce que c'est calculé, disons, pratiquement 2 ans, si on peut dire. En 2 ans, à peine l'arbre a le temps de sortir de terre. Alors que les essences de nos forêts denses qui ont été décimées avaient minimum 25 ans d'âge, minimum. Donc, vous voyez que à la date d'aujourd'hui, le dégât qui a été causé est actuel, est d'actualité. Et c'est vrai que cette décision du ministre du cadre de vie de 2016 n'a fait que réduire, moi je dis n'a fait que réduire cette déforestation abusive. Mais cette mafia continue sous d'autres couverts, avec d'autres techniques. Ça n'a fait que réduire. Parce que moi, je dis quoi? Quel est le rôle de nos forestiers? Oui, mais avant d'en arriver donc au rôle des forestiers, vous pensez que la mafia continue, mais il est quand même dit qu'on ne doit plus exporter le bois au Bénin à partir de cet instant. Comment vous pouvez croire que la mafia continue? Par exemple, il nous a été reporté en tant qu'ONG qu'actuellement, ils font ce braconnage dans nos forêts, surtout le DKP. Le DKP, c'est Kéroukwandé-Penko. C'est là où nous avions encore un peu de forêt qui a été vraiment décimée, comme il le disait, par tout le monde, parce que en son temps, tout le monde était devenu exploitant forestier. Et là, on le dit aussi avec la complicité de certains forestiers indélicats, ils sortaient systématiquement tous nos bois du pays. Et rassurez, et tenez-vous bien encore, des espèces, des essences protégées qui ont pratiquement disparu de nos forêts actuellement. Et qu'est-ce qui nous a été rapporté? C'est qu'actuellement, ils le font et maintenant, ils se débrouillent pour avoir des papiers certifiant que ces bois viennent du Togo. Et ils le font passer par le Bénin. Et ils l'envoient à l'extérieur. Pour envoyer à l'extérieur. Alors, M. Bak, vous êtes dans le domaine aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le bradage continue? Non, moi je ne pense pas que le bradage continue. Il y a eu des mesures fortes qui ont été prises. Où, contrairement à ce que M. Djondo dit, l'exportation aujourd'hui à partir du Bénin des forêts classées, comme il a dit, est strictement interdite. L'exportation de ces bois-là est strictement interdite. Par contre, le teck peut être transformé et peut être vendu à l'international. Mais dans le même temps, le gouvernement a pris d'autres mesures pour limiter un peu cette exportation-là, qui consiste à surtasser le produit de telle sorte que le bénéfice que les gens engrangeaient en exportant, que ce bénéfice-là diminue, soit totalement dérisoire, pour que ça ne les encourage plus désormais à faire partir le bois. Mais pourquoi les industries de bois, comme des gens qui interviennent dans le domaine comme vous, ont fermé? En temps normal, lorsqu'on n'envoie plus le bois à l'extérieur, ça devait quand même servir à l'industrie sur place. Oui, ça devrait servir à l'industrie sur place. Le gouvernement est en train de... Nous sommes toujours un peu parlé avec le gouvernement, de telle sorte qu'on puisse en arriver à avoir un quota pour les industries locales, les industries qui transforment réellement le bois, qu'on puisse avoir un quota qui permette
d'abord à cette industrie-là de travailler avant de penser à toute exportation. Donc la réflexion est toujours en cours. Ça nous pénalise à certains niveaux, mais je pense que d'ici là, ça pourra se faire. Alors, M. Djondo, la déforestation, l'abattage sauvage de toutes les essences, la vente du bois, tout ça, vous le déplorez en tant qu'ONG, mais depuis toujours, ça a continué. Ça veut dire que quelque part, vous ne communiquez pas ou vous n'avez pas des actions qui puissent montrer effectivement que c'est une menace qui plane sur le pays. On en a tellement fait, pas seulement au Bénin, mais on a même fait des actions de plaidoyer au niveau sous-régional. Et ce n'est pas seulement BIS, je parle de toutes les ONG du Bénin. Et je ne suis pas... Bon, mais il est exploitant, hein, il pourrait dire ça, mais moi je dis, nous affirmons que dans nos forêts, des essences protégées ont été exportées. Mais ça n'a pas été fait sous autorisation du gouvernement. Mais c'est ça que nous appelons braconnage. Vous pensez que ça continue? Puisque, les collègues en ont trouvé, en ont reporté aux forestiers, ça a été arraisonné. Donc, ce n'est pas ils ne le font pas dans la légalité. Mais ce que Marc dit ne va pas en contradiction avec votre intervention dans la mesure où il estime que ça a été interdit. Mais oui, ça a toujours été interdit. Ça a toujours été interdit. Les essences protégées ne devraient même pas être touchées. Mais les populations, avec la complicité de tout le monde, parce que je dis, c'est toute la chaîne qui est complice, les populations avec la complicité de tout le monde, ne sachant pas quel bois est protégé ou pas, coupent tout. C'est ça le problème. Donc, il y a pas ici que nous avons contacté pour cette émission des structures en charge beaucoup plus au niveau officiel, surtout les forestiers, pour qu'ils soient par exemple sur ce plateau. Mais malheureusement, pour les raisons que vous savez très bien, ils n'ont pas été donc disponibles ou autorisés à participer donc à cette émission. Vous les accusez, vous les intercessez ici. Je crois qu'un jour, ils auront donc le temps de répondre efficacement à vos préoccupations et savoir si vraiment ils sont donc en complicité avec les populations ou les exploitants forestiers pour l'abattage systématique de nos essences rares telles que vous êtes en train donc de le déplorer là. À partir de cet instant, je vais vous demander, il y a cette mesure qui a été prise par le gouvernement. Vous avez reconnu quand même que ça a fait quand même ses effets. Quelle est aujourd'hui la situation? On était les premiers à féliciter le gouvernement pour cette mesure. On était demandeurs de cette mesure. On a rencontré le ministre du cadre de vie, pour demander cette mesure qui a été prise. On a applaudi. Mais maintenant, quelle est la suite? Nous, on ne voudrait pas être extrémistes en allant carrément à exiger l'arrêt total de l'exploitation. On n'a pas dit ça, mais on avait demandé qu'il y ait carrément un moratoire pour que tout le monde s'asseye, pour faire le point. Parce que imaginez que déjà, c'était dans les années 2010, la FAO a dit que le Bénin perdait 75 000 hectares de forêt par an. Entre 1990 et 2010. 75 000 hectares de forêt par an. Et en ce temps-là, avec une imagerie spatiale, ils ont vu que les forêts couvraient à peu près 86% de notre superficie du territoire. Et que si on perd 75 000 par an, où est-ce qu'on va? C'est que c'est en disparition totale. C'est en voie de disparition totale. Donc cette mesure, elle était la bienvenue. Et nous, ONG, nous avons pris position, nous avons rencontré le ministre du cadre de vie et ses collègues, nous avons exigé que cette mesure soit soutenue. Et j'avoue qu'en ce moment-là, les collègues du ministère recevaient, comme il le disait, et c'est normal, des pressions de part et d'autre. Mais on avait demandé à ce qu'on soit associé en tant que ONG et que toutes les parties prenantes s'asseyent pour faire le point. Parce que ce que nous reprochons aussi aux exploitants... Vous avez été autorisé à participer à cette table-là? Je ne sais pas s'il y a eu de tables, en tout cas de tables de discussion après pour savoir quel est le point, quelle est la situation et qu'est-ce qui va être fait. De toute façon, nous on avait demandé un moratoire, de faire le point et savoir maintenant quelles seraient les mesures à prendre. Monsieur Mac, vous avez dit tout à l'heure que c'est beaucoup plus au niveau de l'ONAB que
la commercialisation, mais de façon dérisoire, se faisait au niveau donc de l'exploitation de nos essences. Mais vous avez dit aussi que à travers donc les mesures prises par le gouvernement, vous êtes encore en pourparlers pour que certains volumes de bois soient concédés donc aux industries locales sur place. Mais depuis que le gouvernement a pris cette mesure, il y a quand même eu des avancées. Le gouvernement est rentré dans la chaîne, surtout de vente du bois. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau aujourd'hui? Oui, il y a eu des avancées notables dans le processus. Je pense que la plus grande mesure qui a été prise, c'est d'interdire aux exploitants forestiers d'entrer en forêt aujourd'hui pour couper le bois. Les forêts plantées de l'ONAB et des eaux et forêts, plus aucun exploitant ne peut entrer aujourd'hui en forêt pour dire je coupe le bois. Donc les contrats que vous pouvez avoir avec l'ONAB aujourd'hui, les contrats n'existent d'ailleurs plus, c'est des ventes aux enchères qui s'opèrent aujourd'hui. Et quand vous devez acheter le bois, c'est l'ONAB même qui coupe le bois, qui apporte le bois bord piste, et vous participez à des ventes aux enchères, vous donnez des prix, et c'est quand vous gagnez que vous pouvez, à partir des bons, accéder au bord piste et prendre la marchandise. Donc du coup, toute la pagaille qui s'opérait dans la forêt a cessé. Vous pensez que cette mesure-là vous arrange? Cette mesure nous arrangera à partir du moment où il y aura une discrimination qui se fera, parce que le bois acheté par l'Indien ou le bois acheté par le Chinois, tel qu'il est transformé, qu'il est vendu à l'international, ce n'est pas la même chose pour un transformateur local. Donc du coup, l'industrie qui demande le bois, qui demande cette matière première, a besoin du bois à un prix concurrentiel pour pouvoir transformer et le vendre et gagner dessus. Ce qui ne se fait pas encore aujourd'hui. Le marché est totalement libre, ça pénalise, c'est un peu ultra-libéral et ça pénalise les transformateurs au plan local. Donc du coup, depuis que le mécanisme de vente aux enchères s'est mis en place, nous n'avons pas pu participer parce que nous n'avons pas les moyens financiers d'aller sur ce marché-là. Mais on espère, on crie notre détresse et on espère que les dirigeants vont pouvoir comprendre et nous accompagner comme cela se doit. C'est ça qui a fait que des industries ont fermé? Il y a certaines industries qui ont fermé. Nous aussi, nous sommes pratiquement en phase de fermeture. Nous nous battons parce que nous avons autre activité qui soutient, mais qui s'essouffle véritablement. Donc, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. La vente du bois à la criée, vous trouvez ça normal? Moi, j'approuve parce que, au fait, tout ce qui se passe actuellement n'est que la résultante de la gabégie qui s'est passée dans le secteur. N'est que la résultante normale de cette pagaille qui s'est installée où tout le monde allait en forêt couper, même dans les forêts classées. Où prenez vos caméras et visitez un peu les monts Koufé, les Wari Maro et tout. Vous allez voir ce qu'on appelle forêt, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste encore de nos forêts. Donc nous trouvons au niveau des ONG que c'est tout à fait normal. C'est pourquoi je disais que on n'allait pas, si on demandait carrément l'arrêt, c'est parce qu'on ne pouvait pas, puisque le pays aussi est demandeur. Hein, nous avons besoin en consommation locale de produits du bois. Sinon, on allait carrément dire d'arrêter tout. Mais c'est normal que l'ONAB, parce que si vous allez actuellement dans la Lama, au moins l'exploitation des plantations permettent, et cette exploitation permet de conserver le noyau central de la Lama. Donc si l'ONAB arrive à gérer de cette façon et arrive à générer des devises pour conserver les forêts naturelles, les quelques forêts naturelles qui restent, on ne pourrait qu'applaudir. Et dites-vous que dans le sud du Bénin, les quelques forêts un peu denses qui restent sont des forêts sacrées. Sinon, le tout a été décimé. Donc, c'est l'appareil qui s'est installé dans le secteur avec la complicité de tout le monde. Donc, qui a amené à cet état de choses. Vous pensez aujourd'hui en tant qu'ONG que le fait qu'on concède, par exemple, l'exploitation, la coupe exclusivement à l'ONAB peut protéger l'écosystème? Pour le moment, mais avec un suivi rigoureux. Parce que... Qui va suivre? Les ONG, nous avons des collègues sur le terrain. Dites-vous que chaque jour que Dieu fait, nous arrêtons des tronçonneuses que nous amenons à la gendarmerie.
Et nous appelons les forestiers à la rescousse. Parfois, ils nous aident à saisir ce matériel, puisque c'est du matériel non autorisé en domaine classé de l'État. Parfois, eux étant complices, ils ne suivent pas. Monsieur Marc, est-ce que vous pensez que l'État suffisamment fait beaucoup au niveau par exemple, du reboisement, oui? Au niveau du reboisement, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait tous les ans. Les eaux forêts sont employés à cela. De façon sporadique, on le fait le 1er juin et puis après, il n'y a pas de suivi. Le constat est là que beaucoup de plans qui sont mis en terre le 1er juin ne suivent pas. Non, je pense qu'il y a un véritable suivi. En tout cas, pour ce que nous savons, nous, les exploitants forestiers, ont été obligés depuis quelques années à planter également du bois. Nous avons à notre niveau une petite forêt que nous entretenons. Ça fait combien d'hectares? Ça fait une vingtaine d'hectares en ce moment. Mais il faut dire que le foncier, l'accès au foncier est difficile pour avoir de grandes surfaces aujourd'hui pour planter, pour faire du reboisement. Donc, il doit pouvoir avoir une politique dans ce sens-là où des domaines entiers vont pouvoir être réservés au reboisement. Ça n'existe pas encore. Et nous avons eu l'honneur d'accueillir le lancement de la journée nationale de l'arbre cette année. Et toute l'administration forestière et une partie du gouvernement étaient là pour planter le bois. Et il faut dire que quelques mois après, il y a eu des inspections qui ont suivi pour voir si les plantations, si les plants miniers sont vraiment entretenus. Ça se faisait par le passé, non? Non, par le passé, ça ne se faisait pas. Par le passé, c'était à chaque attribution de bois que une délégation venait voir si l'exploitation existe et tout, ils contrôlent. Ça, c'était juste ça. Mais aujourd'hui, il y a un suivi qui se fait. Donc, il y a des réformes qui s'opèrent dans le domaine. Mais le champ est vaste et il faut pouvoir vraiment s'organiser et communiquer autour. 10 millions d'arbres, vous vous rappelez ce projet en tant qu'ONG, puisque vous avez des collègues sur le terrain, c'est devenu quoi? À notre niveau, c'est un projet qui n'a jamais existé. Ah bon? Ce n'est que du nom. 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres, ce n'est que du nom parce que ce projet a été porté par et mes souvenirs sont bons, par la Direction générale des forêts et ressources naturelles dans le temps qui est devenue Direction générale des forêts, eau et chasse. Jusqu'à présent, nous avons toujours demandé le point. Tout ce que les collègues nous présentent, c'est qu'on a planté tel nombre d'arbres. C'est où? Ça a donné quoi? C'est des milliards gaspillés selon vous? Absolument. Ça a donné quoi? Bon, après, ils disent que c'est le concept. On voudrait que chaque Béninois plante un pied d'arbre devant sa maison, etc., etc. Mais c'était de la pure campagne médiatique. Journée nationale de l'arbre. Voilà encore, permettez-moi le thème, une autre bêtise. Selon vous? Chaque année, nous plantons des arbres. Nous avons toujours demandé au niveau des ONG qu'on nous fasse le point. Arrêtons-nous. Cette journée a été instituée par le gouvernement. Et que chaque 1er juillet, nous plantons des arbres. Chaque fois que vous voyez les forestiers présenter un point de l'évolution du couvert végétal urbain, on dit tel 1er juillet, on a planté tel nombre d'années. Est-ce qu'on a fait le point pour savoir où est-ce que et qu'est-ce que ça a donné? À leur niveau, ils font peut-être ce point-là. Non, que vous parce que nous parcourons le pays. Et c'est où ces arbres qu'on plantait depuis, disons, 15 ou 20 ans, je ne sais pas depuis quand ça a commencé. Puisque ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire que ça se fait. Si, c'est une journée nationale. Les zones sélectionnées de façon officielle peuvent être visitées et là, vous allez apprécier. Mais non, nous, on n'en trouve pas, puisque les ONG ne sont pas qu'à Cotonou, à Porto-Novo. Nous sommes sur tout le territoire. Et moi, je dis, et je défie les forestiers, de nous montrer, depuis qu'on a commencé, quel est le point de ces plantations. Qu'est-ce que ça a donné? Parce que c'est ce que vous avez dit, il n'y a pas de suivi. On met des plans, on prend des périmètres dans telle commune, on met des plans en terre, on disparaît. Après avoir dépensé des millions pour la cérémonie d'ouverture et autres, on disparaît. Plus aucun suivi de ces plans. Alors que c'est un être vivant qui a besoin d'être soigné et tout, nourri. Mais il n'y a personne. Parfois, on met des plans en terre, on ne les protège pas. Ça sert de pâturage pour les bœufs ou les animaux en divagation et ça disparaît. Et l'année qui suit,
on répète la même cérémonie, on remet les mêmes choses à terre. Donc, pour vous, c'est une bêtise. Alors, M. Bak, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec l'expérience de ATC au niveau de sa zone forestière, 20 hectares environ, si on vous concédait beaucoup plus d'espace avec le foncier, vous ferez mieux? Oui, nous ferons beaucoup mieux. Et à l'occasion de cette journée de l'Arbre, nous avons pris l'engagement de pouvoir aller au moins à 500 hectares. Et ça, je peux vous dire que nous en avons la volonté ferme. Mais c'est un ensemble. Il faudrait que l'économie aille pour que le privé puisse vraiment s'investir dans ce domaine-là. Et je peux vous dire également que il y a 2 ans, nous avons pris contact avec une organisation internationale dans le privé, une organisation qui s'appelle le JEF. Ils font dans choses, c'est américain, ils sont en Tanzanie, ils sont dans d'autres pays africains où ils organisent des plantations de teck sur de grandes étendues. On a fait venir le directeur Afrique ici, on l'a amené aux eaux et forêts et tout. Donc, il a fait des projections, tout ça, mais le suivi n'y est pas. Il faudrait que l'État puisse entrer véritablement dans une approche de partenariat public-privé pour que de grands projets puissent naître et apporter véritablement quelque chose au couvert forestier national. Donc, en réalité, vous n'êtes pas aujourd'hui les mieux lotis? Nous ne sommes pas les mieux lotis, pas du tout. Nous travaillons à apporter d'autres pierres à l'édifice, mais nous ne sommes pas toujours vus et nous ne sommes pas toujours entendus. Donc ça demande plus de concertation. Contrairement à ce que mon ami disait tout à l'heure, il faut dire qu'il y a eu une commission nationale de réforme dans le secteur forestier qui a été initiée à l'entame du régime. Il y a eu des travaux qui se sont réalisés et tout, mais au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore connaissance du rapport. Je n'ai pas connaissance du rapport. Bon. En fait, c'est ce qu'on disait. On n'a pas été associés. On n'a pas dit que ça n'a pas eu lieu. J'ai dit, on ne sait pas là où ils en sont. Puisque, comme vous le dites, vous n'avez pas le rapport. Nous aussi, de notre côté, on ne l'a pas. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas comment ça évolue. Si déjà, les privés, par exemple, eux, à leur niveau, ils ont déjà 20 hectares de forêt, vous pensez que une journée nationale pour vous, c'est une bêtise? Mais si tel que ça se fait jusqu'alors. Oui. Alors, si on, par exemple, on considère cette journée-là comme une journée que les exploitants forestiers peuvent alors s'approprier, est-ce que vous pensez que le couvert se porterait mieux? Qu'est-ce qui a manqué à cette initiative de journée nationale de l'arbre? C'est le suivi. Que chaque exploitant, je crois même que ça, je ne sais pas, je dis je crois, que c'est exigé aux exploitants d'avoir des domaines forestiers. Oui. Alors, ils sont où? Parce que je crois, comme il le disait, qu'il y a au moins une vingtaine d'associations nationales et autres dans le... C'est où leur domaine forestier? Pendant qu'ils exploitaient, non, comme je n'en ai pas vu, peut-être que nous passons à côté sans avoir vu. Pendant qu'ils exploitaient, qu'est-ce qu'ils ont mis à terre? Parce que faisons la différence entre une plantation Jondo, et une forêt qui ne donne pas les mêmes Oui, à l'entame de votre émission, vous avez dit qu'il y a des essences qui mettent plus de 20 à 25 ans pour grandir. Mais lorsque un exploitant forestier, par exemple, démarre cette activité il y a 5 ou 10 ans, vous n'allez quand même pas apprécier. Ça voudrait dire qu'on doit avoir des pieds de 5 ou 10 ans lui appartenant. Oui, ça existe. Ça existe. Donc, et à chaque, par le passé, qu'est-ce qui se passait? À chaque attribution, il y a un comité qui se déplaçait avec un système GPS et tout, et qui faisait le contrôle, qui estimait et tout, et qui apportait les résultats. Je crois que vous parlez de Beko, c'est ça, hein? Vous ne parlez pas de tous les exploitants. Non, il y a plusieurs exploitants. Il y a plusieurs. On voudrait bien voir ça. Non, il y a parce qu'on l'a toujours demandé. Il y a plusieurs exploitants. Et je peux vous dire que lors de cette cérémonie-là, le gouvernement a tenu à féliciter les meilleurs exploitants qui ont des plantations aujourd'hui. Donc, on était au nombre de 7 ou je ne sais combien à être félicités ce jour-là. 7 sur la centaine ou des milliers qui exploitent le bois? Non, c'était par département. Donc, au niveau des départements de l'Atlantique et du littoral, ceux qui ont été félicités, on était autour de 7. Donc, la même cérémonie s'est répétée dans les autres régions du pays. Alors, Monsieur Edé, est-ce que à partir de cet instant, vous estimez
Parce que je ne sais pas ce qui se plante à votre niveau. Vous parlez tout à l'heure des tech. Mais est-ce que les essences rares aujourd'hui, qui ont quasiment disparu, comme M. Diondo le signifiait, interviennent également dans vos plantations? Non, il faut dire que les essences que nous plantons, c'est le teck et l'Afzelia. Donc le bois à croissance rapide. Excusez-moi, le teck et le mélina. Donc le teck et le mélina qui sont des produits des eaux et forêts. Donc il y a des pépinières qui existent au niveau de chaque unité des eaux et forêts, au niveau des communes. Et tous ceux qui le désirent peuvent se rapprocher de ces unités-là et en acheter et planter. Donc des essences à croissance rapide que vous pouvez exploiter au fur et à mesure. Ce n'est pas à croissance rapide. Le teck, par exemple, ce n'est pas à croissance rapide. Le teck, ça met, pour que cela arrive à maturité, il faut au minimum 25 ans. À moins de vouloir l'exploiter en termes de perche et consorts, ce qui est totalement déconseillé. Les bois ici que nous considérons dans les forêts sacrées comme des essences rares, c'est des bois qui ont pratiquement 100 ans, 60 ans et autres. Oui, c'est l'iroko, c'est l'ébène, c'est l'Afzelia et consorts. Mais ces bois-là... Qui sont beaucoup plus demandés aussi. Exactement. Il faut dire que le Kosso est très demandé par les commerçants de bois, donc c'est très demandé. L'Afzelia également est très demandé. C'est des bois qui ont de teintes naturelles déjà, qui sont très demandés. Par contre, le teck qui est un peu neutre et le mélina n'est pratiquement pas demandé, mais c'est un excellent bois également que nous employons à promouvoir. Mais à partir de cet instant, puisque les bois très demandés sont de plus en plus exploités abusivement, ça veut dire qu'un jour, il arrivera que le Bénin ne puisse plus s'en sortir sur ce secteur-là. C'est ce qui est arrivé pratiquement. Hein. Il faut dire que le problème n'est même pas que béninois. Sur toute la côte ouest de l'Afrique pratiquement, du Nigeria jusqu'au Sénégal, ces essences-là sont en voie de disparition. Et il faut dire que le gouvernement actuel a eu le courage de dire « Je ne veux plus voir ces essences sorties du pays ». Si ces essences doivent être exploitées, c'est que c'est transformé au plan local. Donc ça, c'est strictement interdit. Il y a eu un décret qui a été pris cette année-ci pour interdire l'exportation de ces essences-là. Et c'est seulement les bois des forêts plantées, le teck et le mélina, qui peuvent aujourd'hui être vendus et commercialisés à l'international. C'est ce que nous disons. Parce que si l'arrêté est venu répéter que c'est interdit, c'est parce que le constat était affarant et que ça disparaissait, sinon que ça a pratiquement disparu. Et qu'ils ont eu le courage de se réveiller parce que eux, bon, en tant que le régime en place, j'espère que eux aussi, il ne faut pas dans le bois. Hein, c'est pourquoi ils ont eu le courage de dire arrêtez ça. Mais moi, parce que c'est pas moi, nous faisons une bonne différence entre les plantations et les forêts. Parce qu'une plantation ne répond pas directement aux normes d'une forêt qui a des milliers d'années. Parce qu'une plantation est appelée encore à être exploitée. S'ils mettent en terre le teck, c'est pour l'exploiter après. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que l'écosystème joue son rôle naturel de capture de CO2 et d'habitat pour la biodiversité. Mais voilà que on n'a pas respecté ça et qu'on a détruit ce qui faisait ça. Maintenant, on aimerait bien entrer en partenariat avec ces privés pour voir quelles sont les forêts dont ils disposent, dont ils parlent si bien. On voudrait bien voir. Parce que nous, on a toujours décrié, on a dit que ça n'existe pas. Vous doutez de leur sincérité? Non, mais ils nous informent. Donc, on voudrait bien les accompagner. Parce que nous, c'est notre rôle d'arriver à conserver les forêts. Et de les soutenir pour que ces forêts puissent... Parce que même si c'est des forêts d'exploitation qu'ils voudraient couper, on voudrait voir. Et que chacun joue son rôle, ONG et direction des forêts, eau et chasse, et les privés également. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez que le bois peut aujourd'hui servir quand même d'un levier au plan économique pour le Bénin, s'il est bien exploité? Oui, le bois peut servir de levier au plan économique, s'il est bien exploité. Parce que quoi
quand vous vendez le bois, vous avez l'impression, quand vous vendez le bois à l'international, vous avez l'impression que vous gagnez dessus. Parce que c'est vendu au double ou au triple du prix d'achat. Mais quand vous avez le courage d'avoir le bois, de le conserver, de le sécher sur 3 mois, 6 mois, de le transformer et de l'exporter en produit fini, c'est totalement autre chose. La plus-value est énorme. Mais il faut avoir cette denrée quasi rare là, chez nous pour pouvoir travailler de façon continuelle et se mettre totalement dans ce registre de transformation. Nous, aujourd'hui, nous vendons du parquet en Europe, en France, en Italie, même en Russie. Nous vendons des meubles de jardin, surtout aux États-Unis. Mais je peux vous dire que le bénéfice, quand vous vendez un meuble aux États-Unis, c'est effarant, c'est très intéressant comme activité. Mais nous n'avons pas cette matière première-là. Il y a une industrie qui est là, qui est en souffrance parce qu'il y a d'autres personnes qui mettent une pression folle sur la matière première juste pour qu'elle soit exportée. Ce n'est pas... Mais nous pensons que ce gouvernement qui crie aujourd'hui que tout doit être transformé ici. Bon, dans certains domaines, la cajou et consort, il y a déjà des réformes qui imposent que la majeure partie soit transformée avant d'être exportée. Nous pensons que dans ce domaine du bois également, il y aura une décision forte qui va être prise, qui va permettre de transformer, d'avoir des produits. Quand vous voyez nos produits, les gens se demandent même si ces produits-là sont fabriqués chez nous. Mais ça fait une fierté nationale qu'on devrait pouvoir dupliquer véritablement. Il faudrait qu'on puisse aller au-delà de nos productions actuelles. Djondo, vous êtes dans la conservation, mais puisque à des fins industrielles et économiques aussi, on doit exploiter le bois, vous pensez que la transformation sur place peut apporter un plus à l'économie du pays? Absolument, hein. C'est ce qui est recommandé. Mais malheureusement, je soutiens, mais je dis que le Bénin, n'étant pas un pays forestier, ne peut pas baser son économie sur le bois. Parce qu'on l'a fait. Les pays comme le Gabon, le Cameroun, ce sont ces pays, la RDC, ces pays autour du bassin du Congo, eux, ils peuvent, parce que la superficie dont ils disposent est énorme. Mais au Bénin, nous sommes en train de détruire le reste qui sert à jouer le rôle naturel de forêt, d'habitat et pour la biodiversité. Mais si on mise une économie là-dessus, je ne crois pas que ça pourrait marcher. Hein? Monsieur Mac, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir. En fait, c'est quoi? C'est que au niveau des eaux forêts et de l'ONAB, il y a un plan d'aménagement des forêts, un plan d'aménagement participatif des forêts qui existe et qui ne fait pas une coupe systématique de nos forêts. Donc, il y a un plan sur plusieurs années qui définit le volume de bois à couper par an. Et ça permet, ce volume-là, qui tourne autour de 40 000 à 50 000 mètres cubes par an, devrait permettre de fournir tout ce dont on a besoin au plan national en matière de bois, de bois transformé, et d'aller au-delà. Il y a une infime partie qui pourrait partir vers d'autres destinations, mais si on travaillait réellement ce bois-là, s'il y a 2, 3, 4 unités industrielles qui travaillent ce bois, toutes nos écoles seront fournies en table et bancs d'excellente qualité. Nos administrations auront des meubles de qualité parce que la grande différence est là que ce que nous produisons peut durer 10 ans pendant que ce qui est importé en panneaux ou en je ne sais quoi, en pratiquement carton de Chine et de Thaïlande ou de je ne sais où de l'Asie est de piètre qualité et c'est ça que les gens préfèrent acheter. Et contrairement à ce que le gouvernement veut depuis quelques années, comme quoi une préférence à 60% de produits locaux dans nos administrations et consorts, mais la pratique est tout autre. Donc il faudrait un changement de mentalité au niveau de choses là, de tout le monde, des consommateurs, des producteurs, de nos dirigeants et tout, pour qu'il y ait une préférence nationale de nos matières premières. De nos produits à partir de nos matières premières qui s'engagent résolument.
Monsieur Massim Djando? Oui, je dirais, je suis entièrement d'accord avec lui que nous avons de quoi satisfaire notre besoin interne. Oui. Je parlais du surplus qu'on pourrait exporter. Non, je crois qu'on ferait une fausse route. Et aussi, vous voyez, tout le sud du Bénin, vous voyez comment on est demandeur en charbon de bois. Ça contribue à la déforestation. Ça contribue fortement à la déforestation. Vous voyez comment on voudrait tous avoir nos potes en bois et autres. Mais je vous assure que d'ici là, on ne pourra plus. Hein? Parce que qu'on le veuille ou pas, la ressource a diminué. Sérieusement. Donc, il faudrait que les décisions qui sont en train d'être prises maintenant aient effet d'ici 30 ou 40 ans. Avant qu'on ne revienne là. Mais quand on parle les privés ont de problèmes et ils seront dans de problèmes. Et quand on parle, par exemple, de la certification forestière, est-ce que vous pensez que ça peut jouer un rôle? Normalement. Hein, c'est fait pour. Mais est-ce que nous... si le produit n'est pas là, est-ce qu'on peut apporter quand même un label à ce niveau? Normalement, en fait, c'est ce qui est demandé. La certification, c'est tout juste pour pouvoir suivre la qualité et pouvoir suivre la destination, d'où c'est venu. Parce que souvent, ça a des codes barres et on sait chaque produit qui sort de telle forêt, on sait de quelle forêt c'est sorti, on a son suivi et à la destination, on sait quel est le produit. Mais comme je vous le disais, ils font sortir du bois du Bénin avec des papiers du Togo. Donc, ça pourrait aider. La corruption. C'est ça. Parce que, bon, les forestiers disent qu'ils ne sont pas si nombreux. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'administration pour voir est-ce que c'est en augmentant leur nombre qui va résoudre le problème. Mais moi, je demande aux forestiers de plutôt aider à ce que les arbres ne soient plus coupés que de rester sur la voie pour arraisonner les coupes illégales et verbaliser. Monsieur Marc, est-ce que vous pensez que la certification forestière aujourd'hui est nécessaire? Oui, la certification est très nécessaire et le processus a commencé depuis quelques années. Bon, il est vrai qu'on ne sent plus ce processus, ce projet... Il n'y a plus de bois pour qu'on puisse se certifier. Non, le bois des forêts plantées existe. Ça, le bois on a besoin de certifier cela? Oui, oui, le bois de l'ONAB existe. Et il faudrait qu'on puisse aller à la certification pour que la traçabilité de ce bois-là puisse se faire des forêts aux produits finis. Donc, il faudrait qu'on sache qui achète le bois, qui le transforme en quoi, et ça sert à quoi. Et ça, des pays comme le Cameroun sont déjà à cette étape-là. La Côte d'Ivoire y est engagée, mais nous traînons des pas et je pense que ce gouvernement qui a vraiment envie de finir avec la pagaille dans le domaine gagnerait à accélérer le processus. Gagnerait donc à accélérer le processus. Monsieur Djando, juste un dernier mot. Je veux dire que nous félicitons tout ce qui a été fait au niveau du gouvernement pour arrêter la saignée sur la déforestation et le braconnage dans nos forêts, mais que ça ne doit pas s'arrêter là, que ça devrait se poursuivre, même si nos collègues du privé ne sont pas avec nous, mais qu'ils comprennent, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils comprennent que la saignée était telle que si on continuait comme ça, on n'aurait plus de bois au Bénin. Mais ça ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas travailler avec et les privés et le gouvernement pour que cela puisse être amélioré. Au contraire, nous serions contents de travailler avec tout le monde pour faire l'état des lieux de nos forêts aujourd'hui et de voir quelles sont les dispositions à prendre pour que nous puissions arriver à conserver le reste. Monsieur Makede? Oui, moi je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Il y a un travail à faire même au niveau de la formation des utilisateurs de bois pour que le gaspillage qu'on connaissait dans le domaine cesse. Parce que les gens, ils veulent le premier choix et le premier choix exclusivement. Or, nous avons la possibilité de récupérer de petits morceaux pour en faire de beaux meubles, pour en faire de petits gadgets et consorts. Et ça, nous travaillons à cela. Et dans cet esprit-là, nous avons créé au sein de notre usine, un centre de formation qui devrait pouvoir accueillir environ 126 jeunes par an de nos lycées et choses. Mais il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'impact de la déforestation et de la pagaille dans le domaine a fait que le bois de teck qui essayait de réguler le marché au plan national, n'existant pratiquement plus, n'étant plus contenu ici, ceux qui
exerçaient le métier artisanal de menuisier et consorts ont pratiquement disparu. Du coup, les écoles de formation, les centres de formation au lycée Clubalier consorts n'ont plus d'élèves en menuiserie pratiquement. Donc, ça se pose là un véritable problème. Ça pose un problème. Donc, ça demande une politique de promotion de ces métiers-là et une politique de nouvelles pratiques dans ce métier. Voilà, c'est un thème sur lequel on va revenir plus amplement, puisqu'il y a beaucoup à dire. Alors, les écosystèmes forestiers d'Afrique tropicale face donc à la fragmentation, diagnostic et implication au Bénin. C'est bien sûr de ça nous avons parlé avec Marc Edé, directeur marketing et communication du ATC Bois, et Massime Djondo, directeur de BIS ONG. Merci à vous donc d'avoir répondu et éclairé donc l'opinion sur ce sujet. À chacun et à tous, c'était votre émission ici et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur SICA.